On est d'accord. Alors, je vous ai dit, merci Daniel. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai vu la lumière et je suis arrivée ici. Et ça me fait penser à une petite histoire enseignement qui est assez amusante, où c'est un homme qui a perdu ses clés. Et cet homme, il cherche ses clés, il fait nuit, il cherche ses clés, il y a de la lumière. Un autre homme arrive, il le connaît, il lui dit mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche les clés. Ah, tu les as perdues là? Non, mais il y a de la lumière là, donc je cherche là. Et souvent, moi je me dis, mais finalement, est-ce qu'on sait où chercher? Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi parfois j'ai été perdue dans ma vie et je cherchais le sens de ma vie, je cherchais comment accueillir mes émotions, je cherchais à vivre tous ces événements qui me bousculaient. Un jour, je suis tombée sur une phrase de Rumi. Alors je le prononce bien là parce que j'étais mariée pendant 19 ans à un Égyptien, donc je me la pète un peu là, Rumi. Il a dit ta tâche n'est pas de trouver l'amour, mais elle est de chercher et de trouver tous les obstacles que tu as toi-même construits contre l'amour. Alors qui je suis? Pour vous parler de tout ça, vous vous posez peut-être la question, vous avez peut-être vu mon nom, vous vous êtes dit tiens, j'ai interrogé tout à l'heure les gens, tiens oui je viens, je vais écouter une conférence, je suis toutes les conférences, n'est-ce pas monsieur? Eh bien je suis donc une construction. Vous êtes une construction, et je ne vous insulte pas, nous sommes tous des constructions. D'abord, j'ai un nom, comme vous, celui de mes parents, Natacha Le Courtois. J'ai 2 métiers, donc je suis thérapeute psychocorporelle magnétiseuse. Je suis rédactrice pour la revue Infinité, que certains d'entre vous connaissent, bravo, le rédacteur en chef est là-bas et le stand est là-bas. Ça me permet de voir, d'interviewer des gens, d'apprendre énormément de choses. J'ai, comme vous, des apprentissages, des expériences, c'est ce qui fait ma construction. Et ces apprentissages, ils sont faits aussi de croyances. Je vais vous en donner une parce que je suis sûre que vous la connaissez tous. Si vous imaginez que, par exemple, vous êtes les pensées négatives ou des pensées positives vont entraîner des événements négatifs ou positifs dans votre vie, c'est que vous vous situez dans un courant de pensée qui s'appelle la nouvelle pensée. Alors moi, je croyais que c'était un truc d'aujourd'hui. Je me disais, bah tiens, oui, aujourd'hui, on entend parler du concept clé de ça, c'est la loi de l'attraction. Je pensais que c'était d'aujourd'hui. Eh bien non, ça remonte au 19e siècle. Ça, je l'ai appris avec un article. Et puis, on a aussi Wayne Dyer, vous connaissez peut-être sur le pouvoir de l'intention, il me semble, qui pense que les gens et les pensées sont des énergies, qu'on peut se connecter et puis qu'à partir de là, on peut changer sa vie. Donc moi, je me suis beaucoup interrogée parce que j'ai aussi un master de psycho et j'aime énormément étudier l'humain, la conscience, les neurosciences, comment notre cerveau fonctionne et comment il nous trompe. Parce que là, on va parler des émotions, mais d'abord, dans notre construction, nous avons des biais cognitifs. Alors ces biais cognitifs, il y en a un qui est très intéressant. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis que notre cerveau fait, parce que notre cerveau, ce qu'il a envie, c'est de rendre les choses cohérentes. Il veut du sens. Et ça, il faut un petit peu se méfier de ça, parce qu'on a un biais cognitif qui est, par exemple, de penser que nous sommes, disons que nos perceptions sont très influencées par tous nos centres d'intérêt. Donc nous allons plutôt porter notre attention et voir des choses que nous percevons à partir de nos centres d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous allons, à ce moment-là, évacuer des choses qui ne font pas partie de notre centre d'intérêt. Donc nous n'allons pas les voir. Ça, c'est un premier point à savoir. Un deuxième point intéressant, vous connaissez, je ne sais pas si certains d'entre vous vont sur les réseaux sociaux, vous regardez des vidéos, ça s'appelle scroller. Donc une vidéo après l'autre, bref, on passe un temps fou, on s'aperçoit qu'à la fin, il y a 2 heures qui sont passées, on se dit « Oh mince, j'y suis encore ». Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif intermittent, qui est un mécanisme utilisé en marketing, utilisé donc, pour nous vendre des choses. Et ce mécanisme,
donc qui est basé sur nos désirs, nos attentes, nos pulsions, nos envies. Et en fait, c'est tout un jeu avec un algorithme qui nous pousse à faire ça. C'est très addictif. Donc moi, la conférence, ça va être une conf expérience. Alors c'est quoi? Bien, tout à l'heure, je vais descendre, je vais me promener parmi vous. Et on va un petit peu jouer ensemble parce que l'idée, c'est de changer sa vie et d'accueillir les émotions. J'ai pris un peu... j'ai posé des questions tout à l'heure. Je vous ai demandé pour certains d'entre vous, ce que vous attendiez de cette conférence. On m'a dit certaines choses intéressantes, notamment gérer les émotions, notamment ne pas être trop débordé par ces émotions. C'est le but de cette conférence parce que nous avons dans la vie, on n'est jamais épargné. Pour ma part, si je me présente aujourd'hui parmi vous, et si je suis vivante, c'est parce que j'ai réussi à faire ça. J'accueille mes émotions, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aurais pu ne pas l'être. J'ai vécu de grands drames, vraiment, très grands drames. J'ai vécu des choses très difficiles, comme par exemple des attentats en Arabie. J'ai aussi des choses difficiles dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai voulu partir. Et puis, je discutais avec mon frère qui est là-bas, qui m'aidait pas du tout d'ailleurs. Et mon frère, donc il parlait, mais à un moment donné, j'ai eu vraiment une conscience qui s'est ouverte. Et je me suis dit que si je partais maintenant, de la façon dont je voulais partir, qui m'avait apaisée, eh bien, à ce moment-là, c'était mon fils qui avait 12 ans à l'époque, qui allait vivre tout ce que moi, je voulais fuir. Et de ce jour-là, j'ai dit non, c'est à moi de vivre ça. Je vais le vivre, je vais accueillir mes émotions, je vais y faire face et je vais voir. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous avez compris, je voulais vous dire que notre façon de voir le monde dépend de notre point de vue. Ça, c'est vraiment important. Je vais vous raconter une parabole. Alors, c'est un éléphant, et il y a, certains le connaissent, la parabole de l'éléphant. Il y a un éléphant, et tout autour, il y a des savants. Et ces savants, eh bien, ils sont tous aveugles. Et ils ne se parlent pas. Mais ils vont décrire l'éléphant de là où ils sont. Donc, par exemple, il y en a un qui est situé au pied, il y en a un qui est situé à l'oreille, l'autre qui est situé dans le dos, enfin, vous voyez bien le principe. Et après, ils vont tous décrire l'éléphant. Ils vont dire, ah, l'éléphant, c'est quoi? C'est un cylindre dur, vous savez, pour celui qui est sur le pied, là. C'est un cylindre dur, c'est un pylône, quoi, quasiment. Il est comme ci, comme ça. Il est sûr de ce qu'il dit. L'autre qui a l'oreille, il va dire, bah, l'éléphant, c'est plat, c'est mou, c'est... Voilà. Celui qui est sur le flanc, c'est quelque chose de grand, vaste, rugueux. Enfin, ils vont décrire. Celui qui a la queue, bah, c'est un truc mou. Et donc, chacun va être persuadé de ça. Et ça, c'est extrêmement important à voir parce que nous sommes tous dans cette position. Nous regardons le monde à partir de ce que je viens de vous dire, de nos apprentissages, de nos croyances et de tout ce qui fait qu'on s'est identifié. Et à ce moment-là, si on peut voir que tout n'est pas forcément une vérité, on peut commencer déjà à changer son point de vue et à changer sa vie. Juste ça. Alors moi, je vais vous parler maintenant des gens qui se considèrent chanceux ou malchanceux, parce qu'ici, on est là pour changer sa vie. Et déjà, le premier point, c'est les gens qui se considèrent chanceux ou malchanceux. Donc, il y a un monsieur qui était un prestidigitateur, j'ai réussi à le dire, je me suis entraînée, je vous jure. Et il est devenu psychologue, et ce monsieur a observé, interrogé et étudié des gens qui se disaient chanceux ou malchanceux. Alors, je ne sais pas, on va faire un petit test avant. Qui ici dans le... C'est pas vrai. Qui ici dans la salle, ça c'est extrait, voir si je me considère chanceuse ou malchanceuse. Qui ici se considère comme chanceux? Levez la main. Waouh, la grande majorité. Qui se considère malchanceux? Tout dépend du point de vue. Ok. Alors, eh ben, c'est très intéressant. Parce que, alors j'ai pris mes petites notes. Donc, les chanceux, face à un échec, ils vont voir ça comme un défi pour s'améliorer. Donc, ils vont être en mesure de changer leur vie. Ensuite, les malchanceux, eux, face aux échecs et aux erreurs, ils n'en tirent aucune leçon. Les chanceux, si toutes les solutions classiques ont échoué, ils vont sortir des sentiers battus. Ils vont voir autre chose. Les chanceux sont plus sociables. Les chanceux sont, par exemple, voient des solutions ailleurs, ils entretiennent leurs relations sociales et, ça va vous plaire, ils se fient à leurs intuitions. Et ma conférence va vous permettre
de développer vos intuitions. Alors, moi, je suis allée voir d'un autre côté, c'est du côté qui est insécure et sécure. En fait, on va commencer tout de suite notre petite conférence. Donc, il y a des travaux de... Je vais sortir ma science parce que sinon... voilà, vous avez vu. Donc, c'est Bowlby qui a travaillé sur l'attachement sécure, l'attachement insécure. Mary Ainsworth, qui est son élève, qui a développé ça, et maintenant j'arrête ma science. Donc, en gros, l'attachement sécure, vous pouvez aller vers les autres, entrer en relation plus facilement. Alors, c'est des travaux qui sont en langue anglo-saxonne, c'est pour ça qu'on dit secure et insecure. Ça bug un peu. Et donc, les gens qui sont en relation insécure vont développer des comportements type anxieux, type évitant, ambivalent. Et là, je m'arrête là. Mais en gros, ça a une action sur le comportement avec les autres, les ressentis de soi avec soi, de sécurité soit avec soi, de sécurité soit avec l'autre, d'être bien, en fait, de soi avec l'autre, et sécurité avec le monde. Donc ça impacte énormément la vie sociale. Et ça tient aux relations qu'on a eues donc, avec les parents dans les premiers moments de sa vie. Alors, ce que je voulais vous dire, non, ça marche plus. Ce que je voulais vous dire, voilà, ça y est, par rapport à ça, par rapport au fait d'être chanceux ou malchanceux, c'est qu'il y a pas mal une question d'état d'esprit. Vous voyez le temps qu'on a eu, magnifique, un mois de juillet exceptionnel, dont tout le monde rêve, voilà, vous savez de quoi je parle. Et mon fils était là. Mon fils a 15 ans, il voulait aller à la plage, il a dit maman, c'est pas possible, la Bretagne, voilà, je vais aller à la plage. J'ai dit ouais, il pleut. Et donc je lui ai dit ok, mon fils, il pleut, c'est comme ça. Maintenant, on va faire, nous, de cette journée, une journée exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a des trucs simples. On est allé en voiture, on a dit, on va aller manger une glace en ville, on va voir. On a mis la musique à fond, on a chanté, on a rigolé. On prenait tous les événements comme des événements intéressants. On arrivait, on voulait aller manger des gâteaux dans un petit salon de thé. Ils ne pouvaient pas nous recevoir parce qu'il y avait un événement, etc. On s'est dit, d'accord, c'est pas grave. On va aller voir autre chose. Est-ce que là-bas, c'est ouvert? Oui, vous pouvez aller là-bas. Ok, on y va. Et à chaque fois, on rencontrait des gens, on faisait des choses, on leur parlait, il pleuvait, c'était drôle, et on s'amusait beaucoup. On a décidé de faire un escape game. L'escape game était fermé. On s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des petites affiches sur l'escape game avec des petits défis. On s'est amusé à faire les petits défis. On est allé finalement trouver une boutique où on nous avait dit les cookies sont magnifiques. On s'est dit on va manger des cookies. Il n'y avait plus de cookies. On s'est dit c'est pas grave, on va manger autre chose. Et on a discuté avec la dame, on a fait une petite vidéo, on a partagé ça. C'était vraiment une journée exceptionnelle. C'est ça la vie. La vie, il y a un tas de choses. Il y a des choses exceptionnelles. Il y a des choses. Je suis là aujourd'hui en conférence. Il y a quelques années. C'était autre chose pour moi. Mais il y a un état d'esprit, il y a une sécurité intérieure, il y a des choses à faire. Alors, évidemment, dans la vie, il y a aussi des drames. Je viens de vous dire que j'en avais vécu. J'en ai vécu des importants. Aujourd'hui, mon fils n'est pas là. Il devait être avec moi. Vous voyez, c'est mon neveu qui fait le caméraman. Il a dû repartir, malheureusement. Pourquoi? Il a dû repartir à Lille parce que la maman de l'un de ses meilleurs amis a mis fin à ses jours. C'est un vrai drame. Et là, moi, je me suis interrogée, je me suis dit, j'étais à portée de main et j'ai traversé ça. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est très très important. C'est très important parce qu'il faut que je puisse montrer le plus possible la manière dont on peut traverser ces tsunamis émotionnels. Alors, je vais commencer tout de suite en vous parlant de l'origine de la souffrance. En fait, si on imagine qu'on veut être bien tout le temps, est-ce que vous imaginez que vous voulez être bien tout le temps? J'imagine que oui, vous avez envie d'être bien tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je veux dire, Pierre, vous avez peur. Dites-moi, est-ce que vous avez envie d'être bien tout le temps? Ça reste utopique, parce que bien tout le temps, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est fait de petits moments. Le bonheur, c'est fait de petits moments, ça reste utopique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez dire quelque chose? Je pense qu'il faut souffrir, en fait, pour être heureux. Il faut souffrir pour être heureux. Vous pliez la conférence, hein? Pour apprécier. Ah, pour apprécier, je comprends. Alors, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que être heureux, c'est le regard qu'on pose sur ce que l'on vit. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, je peux avoir des peines, mais si je les relativise, si je vois la chance que j'ai à côté, je vais traverser ce que je vis en étant satisfaite. Alors oui, je peux crever en voiture, oui, je peux perdre un être cher, mais cet être cher, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment le regard qu'on porte sur les choses qui pour moi fait que, bah oui, bien sûr, moi j'ai envie d'être heureuse et je serai heureuse. Alors, après, on peut avoir des angoisses, etc. Mais il faut travailler sur l'angle de vue qu'on porte sur les choses, en fait. Merci beaucoup. Madame, vous avez quelque chose à partager? Excusez-moi. Pardon. Là, je vous ai provoqué de la souffrance. Hein. Par rapport au bonheur, je voulais dire que beaucoup de gens considèrent que le bonheur, c'est un but à atteindre, alors que pour moi, c'est un chemin à parcourir. Et je pense que le chemin est aussi important que le but, et plus même, sûrement. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je voulais juste dire qu'un homme qui a de la chance, c'est un homme qui arrive à tout, et un homme qui n'a pas de chance, c'est un homme à qui tout arrive. Ah, merci. Intéressant. Bon, alors là, vraiment, je suis très contente parce que j'ai des réflexions très intéressantes. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Non. Pour moi, ce qui est important, si je suis en souffrance, c'est de ne pas oublier que le bonheur existe. Et quand je suis heureux, de ne pas oublier qu'il y a aussi la souffrance. Il y a plein d'éléments dont vous avez parlé. Vous m'avez presque fait la conférence, tous ensemble. Merci. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit, qui est vraiment très intéressant. Si on veut s'accrocher, effectivement, à être heureux, si on veut s'accrocher au plaisir, si on associe plaisir et bonheur, eh bien on va souffrir. Pourquoi? Parce que nous sommes le fruit de la sélection naturelle. Et la sélection naturelle veut une chose, que le plaisir s'arrête. En fait, la sélection naturelle a juste pour but, la sélection naturelle a juste pour but et objectif de disséminer le plus possible nos gènes et que nous soyons performants dans la dissémination de nos gènes. Alors pourquoi? Comment ça se passe? Eh bien, d'abord, nous devons rester en vie. Or, vous savez que si on est tout seul, pas en groupe, en tant qu'humain, je ne donne pas cher de notre peau, hein. Donc on doit vivre en groupe. Donc on est assez performant dans le fait d'obtenir l'estime des autres. Et c'est même extrêmement important. Alors là-dessus, je vous renvoie à plein d'études sur la psychologie sociale et sur certains comportements qui sont un peu automatisés par rapport à ça pour obtenir l'estime des autres. Si déjà vous voyez que vous cherchez à obtenir l'estime des autres, dites-vous que c'est absolument normal. On a juste envie, on est des êtres sociaux, on a juste envie d'être bien, tranquille, en sécurité, et ça se passe comme ça. On est aussi très performant dans le fait de manger, parce que si, je vais vous expliquer pourquoi, de trouver à manger, etc. Si vous avez du plaisir dans votre premier repas, que vous n'avez pas de douleur, vous avez du plaisir, et que ce plaisir dure toute la vie, vous ne mangez pas d'autres repas. Donc vous mourrez. Donc il faut que le plaisir s'arrête, il faut qu'il y en ait un petit peu, un minimum, il faut qu'il y ait de la douleur, parce que comme ça, nous continuons à être vivants. Nous sommes aussi très performants, bien sûr, dans le fait de faire l'amour, et que le plaisir s'arrête, pour la même raison, évidemment. Si vous faites l'amour et que ce plaisir dure toute la vie, vous ne recommencez pas, eh bien, allez-y pour disséminer vos gènes. Donc ça doit être éphémère. Donc ça, c'est une condition. Nous sommes donc des êtres conditionnés.
Nous sommes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des constructions. Ce que je vais vous apprendre maintenant, pour certains, vous savez déjà beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des réflexions pertinentes partout. On va déconstruire ensemble. Alors la première déconstruction, c'est déjà de se dire, ok, il y a des fonctionnements automatiques, il y a mon cerveau qui fonctionne comme ça, il y a des sélections naturelles qui ont fait que je suis une construction comme ça. Je vais l'observer. Je vais observer qu'il y a des besoins, il y a des désirs, il y a des attentes. C'est absolument normal, nous avons un corps humain qui fonctionne comme ça. Mais nous avons aussi une conscience. Et comme vous avez peut-être entendu la conférence juste avant, cette conscience, certains considèrent qu'elle est, donc ça c'est le paradigme matérialiste, qui dit que la conscience est issue des neurones. Le paradigme post-matérialiste, qui est aujourd'hui, qui dit que la conscience, elle est extra-neuronale et que notre cerveau, lui, va simplement être un filtre vis-à-vis de cette conscience. Alors vous avez des techniques d'hypnose, vous avez des techniques différentes, donc d'ouverture de conscience, chamanisme, etc. Vous voyez bien, vous connaissez, vous êtes à l'étrange rendez-vous, donc vous faites face à tout ça, et vous avez pour certains, même beaucoup, des perceptions. Donc vous savez ça. Et nous avons donc des besoins. Alors, j'ai une amie qui est là, qui a beaucoup travaillé sur la CNV, la communication non violente, ou bienveillante, je crois. Et on en a parlé un petit peu, donc je vais lui demander ce que ça lui a apporté dans sa vie, le travail de Marshall Rosenberg, de cette communication bienveillante. Juste pas très longtemps, parce que c'est un processus et c'est une technique, comme on apprend une nouvelle langue ou un instrument de musique, qui, en tout cas pour moi, a énormément changé ma vie parce qu'il m'a permis de garder des relations que je n'aurais pas gardées et de prévenir des tensions et de trouver des solutions à des conflits qui semblaient insolubles. C'est vraiment bouleversant et c'est surtout ce que j'ai compris auprès des enfants, ça développe leur intelligence émotionnelle et leur capacité à sortir du jugement pour parler de leurs besoins. Et ça leur permet du coup d'avoir beaucoup plus d'empathie, de compassion et d'éviter justement de juger, puisque je vous fais vraiment de façon synthétique, ce qu'il en ressort, c'est que de cette philosophie, parce que c'est aussi une philosophie, c'est que le jugement est porteur de violence. Merci beaucoup. Effectivement, moi je travaille beaucoup, puisque je suis thérapeute psychocorporelle et magnétiseuse, je travaille beaucoup avec les besoins, avec les attentes, pour voir justement identifier que des besoins qui ne sont pas satisfaits, pour voir des émotions. Alors maintenant, on va passer au cœur du sujet. Les émotions. Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être vous interroger, ou pas, parce que je n'ai peut-être pas le temps. Des émotions, pour moi, je vais fermer le point. Et donc, vous voyez, je ferme un point, parce que nous avons tous tendance à se dire qu'une émotion, c'est quelque chose de solide. Si vous vous interrogez comme ça, vous allez voir qu'au fond de vous, vous dites, ouais, l'émotion, c'est la colère, c'est la peur. Ok, ça, c'est l'étiquette. Je suis d'accord. Maintenant, on va ouvrir le phénomène. J'ouvre le phénomène émotion. Je vais me placer là-bas sur le podium. Comme ça, vous ne tournerez pas tous la tête. Je vous fais bosser là. Alors, j'ouvre mon phénomène émotion. Et vous voyez qu'il y a un pouce là. Pour moi, le pouce représente le contexte. Une émotion n'arrive pas sans contexte. Sinon, ce n'est pas une émotion. Il y a un contexte, vous percevez quelque chose dans ce contexte. Vous avez, par exemple, un contexte, je ne sais pas, quelque chose de très joyeux. Vous voyez quelque chose avec vos yeux, vous entendez quelque musique, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors un contexte plutôt qui vous montre que c'est quelque chose de difficile, une tristesse, une colère, quelque chose qui est de l'ordre de la peur ou de l'angoisse. Et ça, c'est, vous percevez des choses, vous avez des images, vous avez des sons, vous avez des goûts, des odeurs, ça peut rappeler de la mémoire, vous avez peut-être des choses comme ça qui arrivent. Donc ça, c'est important à voir. Il y a toujours un contexte. Retenez bien ça. Ce contexte, il va faire générer en vous des sensations physiques. Et c'est là le cœur de tout l'apprentissage. Ces sensations physiques,
Vous avez, par exemple, dans votre corps, dans un contexte particulier, on va prendre la tristesse, la gorge qui se serre, la poitrine peut être écrasée. Vous pouvez, moi j'ai eu dans des contextes d'angoisse et de peur, tout l'arrière là, de mon cou, là, où j'avais des frissons, des vibrations, j'étais pas bien, je me sentais dans une sensation presque douloureuse. Ça peut aller très très fort. Il y a en plus des traumas qui peuvent amplifier tout ça. Alors ça, c'est un autre sujet dont on va parler après. Donc ça, sensation physique, retenez bien, contexte, perception de ce qu'il y a. Sensation physique. Ça ramène en général, ça ramène toujours même de la pensée, des représentations psychiques, du contexte et des sensations physiques, toujours. C'est forcément lié, sinon c'est pas une émotion. Donc vous avez des pensées, et là vous allez dérouler, c'est à cause de ceci, et il y a ceci, et et moi je suis partie dans des trucs, c'est de l'injustice, c'est un... Bon, je me suis tricoté des pulls pour l'hiver. Vraiment, j'ai une armoire remplie de représentations psychiques et de pensées sur le contexte que je vivais, les émotions. Et là, je m'en sortais pas. Ça va très 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 loin, jusqu'à le drame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ensuite, ça souvent de la mémoire. On repense à des choses qu'on a vécues. Et ça commence à solidifier le phénomène. Vous voyez, ça devient beaucoup plus compact et beaucoup plus dur à vivre. Et alors, évidemment, on a 5 doigts, donc je l'ai ramené dedans, là. C'est pas une émotion proprement dite, mais c'est la conséquence de ça. Souvent, on réagit. On ne dit pas, on réagit par rapport à ça. Et ces réactions sont des réactions de fuite ou d'attaque, en général. Et en général, on veut fuir. Et si on peut ni fuir, ni attaquer, on est par exemple, dans des moments de choc, de trauma, on peut ni fuir, ni attaquer. À ce moment-là, on se retrouve en dissociation ou sidération, soumission. C'est ce que parfois vous avez subi quand vous avez eu des événements extrêmes, des peurs importantes, quand vous étiez petit ou des choses répétées, et vous vous êtes trouvé, vous ne pouvez plus réagir, vous ne pouviez plus rien faire, vous êtes sidéré. Ça, c'est une mémoire corporelle, d'accord? Alors, à partir de là, comment moi je travaille, comment je fais pour vivre toutes ces émotions qui sont induites par des circonstances de vie que je n'ai pas choisies? Eh bien, je vais juste m'intéresser à celui-là, c'est-à-dire les sensations corporelles. Juste ça. Je vais observer dans mon corps qu'il y a des sensations. Et je ne vais pas partir dans les pensées. Sinon, je vous ai dit tout à l'heure, je me fais une armoire remplie de tricotage. Et vous faites tous ça, parce qu'on fait tous ça, parce qu'on n'est pas habitué à juste ressentir. Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez déjà, on va travailler un petit peu à la sécurité, parce que pour accueillir ces émotions, il faut être un peu en sécurité. Donc vous êtes là, je vous vois là, je vais me balader encore, vous allez tourner la tête, pour certains. Vous allez vous sentir, peut-être décroiser les jambes, si vous voulez, voilà, et sentir vos pieds, voilà. Vous êtes bien installés, c'était bien ça, une bonne installation, tranquille. Je suis magnétiseuse, si vous avez des douleurs, on peut peut-être en profiter, d'accord? Je peux aussi ressentir des choses, j'espère. Donc, vous décroisez, vous ressentez vos pieds qui sont posés là, ici. Vous ressentez votre dos qui est posé. Vous voyez, vous êtes soutenu par cette matière. Il y a de la matière en dessous de vous. Vous sentez bien votre corps, vous sentez les jambes. Voilà, vous commencez vraiment à sentir les pieds et les jambes. Portez votre attention à votre corps, à ce corps qui vous soutient, ce corps qui vous porte, ce corps qui est, au final, votre ami. Sentez que votre dos se pose sur la chaise. Vous avez votre dos posé. Pour certains, vous êtes déjà en état d'accueil. Pour d'autres, c'est juste un moment où vous commencez à sentir. Et là, à partir de là, vous commencez à sentir les jambes, vous remontez dans le dos, toutes les sensations, vous les sentez. À la fois dans le ventre, à la fois dans les bras. Prenez le temps vraiment de ressentir ça, de vous poser, de ressentir comment ça se passe dans le corps. Parce qu'il se passe des choses, vous êtes vivant.
Vous n'êtes pas un robot, vous êtes vivant. Et les sensations corporelles ne sont pas négatives. Elles peuvent être désagréables, mais elles ne sont jamais négatives, ce sont des énergies. Ressentez maintenant, dans votre corps, tout simplement ce qui s'y passe. Là, il se passe des choses. Maintenant, vous les laissez évoluer telles qu'elles sont. Vous sentez maintenant votre respiration, l'air qui entre dans vos narines, qui est légèrement plus frais que l'air qui en sort. Sentez cette différence et sentez qu'il y a l'air dans votre gorge, l'air dans votre poitrine. Juste vous commencez à sentir ça. Vous êtes en lien avec vous, juste avec vous. Voilà, vous pouvez bailler, vous pouvez sentir qu'il y a des endroits qui sont tendus, des endroits détendus, des endroits où il y a différentes choses. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, à partir de là, voilà, parfois ça se détend, vous sentez la fatigue, ça arrive, ça va. Et maintenant, vous allez tous imaginer, essayer, imaginez un moment où vous êtes bien. Ça peut être la nature, ça peut être en lien avec quelqu'un que vous aimez. Vous êtes bien, ça peut être avec votre animal. Vous sentez peut-être la caresse que vous passez sur les poils de votre animal. Ça peut être dans la nature, ça peut être... je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un endroit où vous êtes bien. Et cet endroit, vous êtes en sécurité. Et cette sécurité, elle n'est pas dans la tête, elle est corporelle. Vous sentez et vous laissez en vous se diffuser cette sensation de bien-être. Prenez conscience que vous êtes tous là. Il y a là toute cette sensation de bien-être à l'intérieur. Simplement ça, ça existe. Donc vous pouvez prendre conscience que déjà, à l'intérieur de votre corps, il y a tout. Il y a le bien-être, il y a la joie, il y a aussi toutes les autres sensations. Et maintenant, voilà, vous laissez venir les bâillements, vous laissez venir toutes les tensions qui lâchent, s'il y en a. Vous laissez venir tout ce qui vient. Et même les tensions, s'il y en a. Vraiment, vous ne faites rien, vous ne cherchez pas à détendre, vous cherchez à observer et juste être là, maintenant. C'est tout. Et à partir de là, dans cette sensation de sécurité que vous avez mobilisée, qui est une ressource pour vous, que vous laissez vraiment s'installer dans le corps, à partir de là, vous allez pouvoir aller rechercher une émotion, si vous voulez travailler dessus, ou en tout cas accueillir, si elle est là, une émotion qui est là, qui se présente avec ces sensations. Juste les sensations, pas la pensée, pas l'histoire. Les sensations. Vous allez maintenant ressentir qu'il y a 3 sensations, ou 2, ou 1, dans le corps, s'il y a une émotion, bien sûr, sinon vous laissez faire. Et vous laissez évoluer les sensations physiques. C'est tout. Le corps sait faire, la tête ne sait pas. N'essayez pas de changer les choses, vous accueillez l'émotion telle qu'elle est. C'est tout. Ça évolue, ça peut augmenter, ça peut bouger, ça peut aller ailleurs, ça peut diminuer, on ne sait pas. Le corps sait faire, c'est du vivant, c'est aussi vivant qu'il y a l'air, la mer, l'énergie, c'est du vivant. Alors comment j'ai appris ça? Eh bien, je l'ai appris d'abord en étant thérapeute, psychocorporelle, magnétiseuse, parce que je passais ma main sur le corps subtil des gens pour travailler sur les douleurs. Et un jour, une dame m'a dit, non, elle m'a rien dit. Un jour, j'ai dit à une dame, parce que j'ai ressenti que dans ma main, ça se bougeait en fait. Il y avait pour moi des choses qui avaient comme vrillé, si vous voulez. Ça bougeait. Et j'ai dit, oh, j'ai eu une intuition, je me suis dit, vous avez une émotion, vous avez pensé à quelque chose? Elle m'a dit oui. Oui, j'ai eu ça. J'ai dit d'accord. Vous allez juste laisser évoluer ce que vous sentez. Décrivez-moi ce que vous sentez. Alors elle m'a décrit. Ça fait ça, ça va là, ça fait ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et c'est parti. Ok. Eh bien, on fait face. On y va. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, là je ne peux pas le faire avec vous,
Mais je vais tenter quelque chose si quelqu'un veut bien tenter avec moi, si quelqu'un a une demande. Oui, derrière? Oui, derrière, d'accord. Alors, madame, on va déjà tenter, vous allez voir, vous allez vous placer ici avec moi. Vous allez observer juste votre corps. Voilà, vous commencez ce que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez aussi faire la même chose pour vous. Vous ressentez votre corps, vous me regardez, parce que là maintenant on va faire la sécurité en relation. Alors je vais m'approcher de vous et vous allez me dire quand ça change dans votre corps. Là, est-ce que vous êtes bien? Ok, vous me regardez, je m'approche de vous. Dites-moi. Dites-moi, regardez-moi. Là justement ça a changé pour vous, donc ça veut dire que je suis trop près. Observez dans votre corps, dites-moi ce qu'il y a. Un manque d'air. Un manque d'air. Je recule. Qu'est-ce qu'il y a? Vous respirez. Votre zone de sécurité est là. Ok? Ça, c'est extrêmement important à voir. C'est que là, vous voyez, vous avez vos yeux sont partis. Donc, vous étiez en train de fuir ma présence parce que pour vous, c'était angoissant. Alors, ce qu'on va faire ensemble, si vous voulez bien, on va accueillir ça. Ok? D'abord, vous allez vous relier à cette sensation de sécurité que peut-être vous avez trouvée tout à l'heure. Vous pensez à un moment où vous êtes bien. Quand est-ce que vous êtes bien? Quand je suis toute seule. Quand vous êtes toute seule. Vous êtes où? Vous êtes dans votre lit, vous êtes dans votre canapé, vous avez un livre, vous écoutez la musique ou simplement? Non, sur le canapé. Sur le canapé, ok. Alors vous imaginez votre canapé, vous êtes sur votre canapé, c'est la visualisation, vous ressentez. Voilà. Vous avez vu dans votre corps? Voilà. Observez ce qui s'y passe. Dites-moi où c'est dans le corps. Où c'est dans le corps cette sensation de bien-être? Dans le canapé. Là. Ok. Ressentez et laissez se diffuser ça tranquillement. Vous avez le droit de ressentir ça maintenant. Voilà. Laissez faire. Très bien. Je vais m'approcher de vous d'un pas. Regardez-moi. Je m'approche. Qu'est-ce qui vient pour vous? Oui, ça va. Ça va. Oui, ça va mieux. Maintenant, je vais m'approcher de vous en deuxième pas, et si la sensation de tout à l'heure revient, vous me le dites tout de suite. Je m'approche. Qu'est-ce qui vient pour vous? Voilà. Alors maintenant, vous vous reliez de nouveau à cette sensation que vous avez dans le canapé. Juste là. Cette sensation dans le canapé. Et l'autre sensation que vous laissez évoluer, ce manque d'air, vous le laissez évoluer. Et je vais m'approcher de vous, si vous voulez bien, je vais vous magnétiser. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Laissez évoluer. Et vous me dites les évolutions. S'il vient des émotions pour vous, vous faites la même chose, vous laissez évoluer. Donc je m'occupe de madame. Ressentez, dites-moi. Voilà, très bien. Laissez évoluer, ça augmente, ça diminue, ça change. Il y a des émotions, oui, je les sens. Dans ma main, c'est tout froid. Voilà, je vais vous donner un petit peu d'énergie, je remonte. Voilà, laissez faire. Hein. Vous accueillez ça, ça remonte. Voilà. Voilà, très bien. Laissez faire. Voilà, juste vous sentez ce qui se passe. Voilà, très bien. Racontez-moi ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que vous sentez? C'est la gorge. Très bien. Ça se serre? C'est pas confortable. C'est pas confortable. Alors justement, vous allez remercier cette sensation d'être là parce que c'est du vivant. Accueillez, laissez-lui tout l'espace dont il a besoin. Il va évoluer, vous allez voir. Ça monte dans la tête, c'est parfait. Vous laissez monter dans la tête, voilà. Alors c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on laisse faire, ça évolue, ça monte, ça va ailleurs. Ça peut être impressionnant si on met les pensées dessus. Mais si on laisse faire, le vivant se fait. Ça bouge. Vous continuez, vous laissez faire, d'accord? Voilà. Pour ça, pour éviter que ce soit impressionnant, vous revenez dans les pieds. Ok? Voilà. Maintenant, vous me regardez. Vous êtes aussi dans cet environnement-là. Vous recentrez en vous. Vous laissez faire.
Ok, c'est comment dans la tête. Bien, c'est plus léger. Voilà. Donc ce qu'elle vient de faire, madame, elle vient d'accueillir son émotion. Donc elle a libéré des choses un petit peu anciennes et elle n'en était pas consciente. Alors, est-ce que je peux vous passer le micro pour vous dire ce que vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez? Oui. Je suis dubitative parce que je ne m'attendais pas, je ne pensais pas à cette émotion-là et elle est arrivée comme ça et j'ai été obligée de la vivre et de la ressentir. Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose à travailler maintenant. Voilà, merci. Merci. Et il y a toujours quelque chose à travailler parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça ramène des choses anciennes. Et quand on commence à être en sécurité et qu'on accueille, le corps sait faire et il va le faire. Alors, il ne faut pas aller trop loin, surtout dans une conférence, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir d'ailleurs, il y a des mémoires, mais on ne va pas travailler dessus ici ensemble, c'est juste pour vous montrer comment faire. Maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous passe le micro. Oui, bonjour, merci. Je n'ai pas très bien compris la différence que vous faites entre accueillir sa souffrance et accueillir son émotion. Par exemple, quand j'ai une crampe, j'accueille ma crampe, ma souffrance, la douleur, voilà. C'est pas une émotion, la crampe. Je l'accueille, effectivement, en l'accueillant, un peu comme vous avez fait, elle devient moins douloureuse, elle passe, je sais qu'elle va passer, donc voilà. Mais donc, accueillir sa souffrance, sa douleur et accueillir son émotion, est-ce que pour vous c'est le même système d'accueil ou comment vous gérez ça? Et deuxième question, pour ceux qui justement n'expriment pas leurs émotions, parce qu'on a tous des copains, des copines qui justement, on a l'impression en tout cas qu'elles n'expriment pas, ma fille par exemple, elle exprime ses émotions, ma fille a 25 ans, un peu plus âgée que votre fils, mais à retard. C'est 6 mois ou 7 mois après que j'apprends que finalement quelque chose l'a tracassée, parce qu'elle n'a pas su faire la résonance entre le fait anodin parfois et l'émotion, etc., etc. Donc comment faire? Voilà, 2 questions. Merci. Excellente question, merci. Alors effectivement, il y a la douleur corporelle et on peut tout à fait accueillir comme vous l'avez dit. Alors pour les crampes, buvez de l'eau quand même. Donc, souvent, ça c'est quelque chose que je veux vous dire, c'est un petit truc. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, en fait, la déshydratation, le fait de ne pas boire suffisamment d'eau, fait que vous allez être stressé. Et le stress déshydrate. Donc, pensez à boire de l'eau plate, non gazeuse, avec rien dedans. On est d'accord? Juste de l'eau et plusieurs fois par jour, hein, pas juste le litre. Donc, alors, la douleur, effectivement, on peut l'accueillir. La souffrance est un mécanisme différent pour moi. Hein. On peut parler souffrance et douleur, parfois sont synonymes. Pour moi, dans ma pratique, telle que j'en parle avec vous aujourd'hui, la douleur, elle va être physique. La souffrance, pour moi, elle va être psychologique. Le fait de vouloir aller bien, le fait de s'accrocher à quelque chose, le fait d'être malheureux, si par exemple un homme qu'on aime va avoir des attaches ailleurs, etc. Ce n'est pas de la douleur physique, c'est de la souffrance psychologique qui entraîne des sensations. Alors, il y a toujours dans mon travail une histoire de mise en sécurité. C'est essentiel. On ne va pas directement aller dans les traumas. Et si vous allez voir un thérapeute qui vous fait vivre des traumas directs, n'y allez pas, vous partez. D'accord? Pour ça, j'ai fait une interview qui était vraiment très intéressante sur la somatic experiencing. J'ai pas mal étudié le trauma. Et tout le travail des personnes qui font ça, c'est d'abord mettre en sécurité et de mobiliser des ressources. Donc les ressources essentielles. Les ressources, c'est, par exemple, quand vous allez bien dans la nature, c'est pas des huiles essentielles, des pierres. Les ressources, c'est le lien que vous avez avec les gens que vous aimez. Ce sont des ressources qui vont vous aider à vivre les tsunamis émotionnels que l'on vit tous. Pour ma part, l'une de mes grandes ressources pour vivre ce que j'avais à vivre, c'est la perte d'enfants chez moi, donc, et puis d'autres choses. Je me suis reliée à l'amour de mes amis, j'en ai une ici très précieuse, comme je vous ai dit, à ma famille, et ça a été mes grandes ressources. À mes animaux, madame a un petit chien, j'ai eu besoin de m'entourer d'animaux, ça a été mes ressources. Ils m'ont aidée pendant le temps où je ne pouvais pas, je ne savais pas.
j'étais dans mon tsunami, j'arrivais pas. Donc j'étais là avec mes ressources. Ça, c'est essentiel parce que ça m'aide toujours. Maintenant, j'ai d'autres ressources. Vous avez la musique, vous avez tous ces moments où vous pouvez vous nourrir de joie. C'est vraiment essentiel, ça. Nous sommes une nature de joie et d'amour. C'est notre nature. Un jour, j'ai fait une expérience. Je bois pas, je bois pas d'alcool, je ne prends pas de plantes hallucinogènes, bien que j'ai fait un article sur les plantes antéogènes qui relient à Dieu, sur la thérapie psychédélique, mais moi je n'ai pas pris. J'ai écouté de la musique, je regardais le ciel et tout d'un coup, ça s'est ouvert. J'étais le tout. Alors quand je dis j'étais, c'est qu'il y avait un début et une fin à l'expérience, mais dans le moment, c'était intemporel. Et à ce moment-là, tout était clair pour moi. J'étais un état, nous sommes un état d'amour. Vraiment, tout était harmonieux, juste, parfait, magnifique. Et quand je portais mon attention à moi, à mon corps, j'étais Natacha. Quand je portais mon attention au vent, j'étais le vent. J'étais rien, j'étais tout. J'étais la goutte d'eau. Ça dépendait de l'attention, en fait. Et après, pour comprendre ça, j'ai eu besoin de faire une petite modélisation. Donc j'ai modélisé ça. Je me suis dit, ok, comment expliquer cette histoire un petit peu bizarre. Donc, parce que j'en suis sortie, parce que c'est un moment qu'on appelle d'éveil, et donc j'ai imaginé que ça pouvait être, sous la forme de la conscience, ça pouvait être un cône, le petit bout là, le petit bout de piste là, imaginez un cône de glace. Et bien le cône de glace, le petit bout de chocolat, c'est notre construction, on est magnifique quand même, il faut le dire, on a plein de belles choses en nous. C'est notre construction, on a notre histoire, tout ça, ok, c'est le petit bout. Mais ma conscience dans le petit bout, elle est très réduite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la parabole de l'éléphant. C'est que je vois les choses selon mon point de vue, ma construction, mon histoire. C'est le cas pour vous. Et puis, si on grandit en conscience, donc on ouvre un petit peu plus, là on voit que on n'est pas tout seul, on a une famille, on est le fruit de toutes ces lignées qui sont là. J'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un qui fait de la communication animale et qui fait de la psychogénéalogie à partir de ça. C'est absolument formidable, mais c'est vrai, on n'est pas tout seul, on porte des histoires. Certains portent des histoires très très lourdes, et puis on a toujours des histoires dans nos familles, et on les porte, et on va les revivre. Et puis on a grandi en France, et là on peut aller dans ce que Damien peut nous dire, qui est qu'on n'est pas seulement soi, là. On est plein d'autres êtres. Il y a des gens qui ont fait une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous êtes allé voir de ce côté-là. Moi, je suis pas mal allée voir du côté des EMI, les expériences de mort imminente. Et notamment, il y a une personne qui a fait une expérience et elle était à la fois, donc elle a éclaté sur une bombe en Irak. Elle était à la fois dans la voiture, là, donc à la fois son corps un peu déchiqueté, et à la fois, elle s'est retrouvée sur un appareil, une estrade, et elle était là avec plein d'autres êtres. Et c'était elle. Et ça, c'est une sensation que peut-être si on ouvre encore plus sa conscience, on peut retrouver. Et puis moi, je me suis retrouvée le tout, donc c'est arrivé à d'autres personnes, mais pas qu'à moi, c'est une expérience qu'on appelle d'éveil. Vous connaissez le film Matrix? Oui? Ok. Alors ce film-là, il est vraiment génial. Matrix, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a Néo, qui est là, qui est l'élu. Et Néo, lui, il ne sait pas, mais il est dans un rêve. Et un jour, il y a les rebelles, parce qu'il y a des rebelles dans cette histoire. Et ces rebelles, ils vont lui montrer qu'il vit dans un rêve. Et ils vont lui dire, il y a deux pilules. Pilule bleue, pilule rouge. Tu prends la pilule bleue, tu continues ton rêve. Tu prends la pilule rouge, tu te réveilles. Le problème, c'est que le réveil, il n'est pas drôle. Parce qu'il voit qu'il est enfermé dans une coque gluante et qu'il est un esclave. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les esclaves de notre construction. Et pour sortir de ça, on va observer qu'il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette construction, les biais cognitifs, tout ça, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure en préambule, et qu'il y a les émotions. Vous vous reliez à vos pieds, d'accord? Voilà, vous laissez faire. Et donc, les émotions, on les accueille dans certaines conditions. Quand elles arrivent, on les laisse faire. Ce sont des sensations physiques. Et puis, on se relie à sa sécurité.
On se relie à sa sécurité. Maintenant, donc, pour répondre à votre deuxième question, donc là j'avais parlé de souffrance et je suis partie voir Chris. La deuxième question, c'était les prises de conscience à retard. Enfin, c'était pas tellement des prises de conscience, c'était des événements qui faisaient qu'on va avoir des émotions à retardement, c'est ça? Dans ma pratique, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les modes de défense, les moyens de défense qu'on a face aux émotions. Vous connaissez un petit peu? Voilà, on peut se couper de ces émotions. On peut, pour les vivre, pour vivre ce qu'on a à vivre, parce qu'on ne sait pas toujours, on ne sait pas tout de suite comment les accueillir, on ne sait pas comment se relier à ces émotions. Donc, on va s'en couper. On va faire autre chose. Alors, on est très très fort pour ça. On va appeler une copine, ou un copain, on va faire du sport, on va se noyer dans le travail. Je peux vous dire que je suis une championne. J'adore écrire, oui, mais c'était une petite fuite quand même. On va faire un tas de choses, on va faire des courses, on va regarder, je ne sais pas, la télé, on va fuir. Et puis après, à un moment, quelque chose d'autre, un contexte un peu similaire, un moment de fatigue, parce que la fatigue va nous générer des choses. Hein. Tac, ça sort. Je vais vous raconter l'histoire d'une chaussette. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vous avez dû tous la vivre si vous êtes en couple. Donc, l'un des deux est en train de travailler, l'autre peut-être aussi, ou est à la maison, peu importe. Et puis, on vit des choses avec son patron, ou avec je ne sais pas quoi, ses clients, ou on vit des choses, puis ça monte, ça monte, ça monte. Et on ne prend pas le temps de voir à l'intérieur de soi comment on se sent dans son corps. On ne prend pas le temps, non, non, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe. On dit, ouais, non, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Bon, ok, on le fait. On arrive à la maison, le conjoint est là, on a besoin d'une soupape. On a besoin de ce temps pour décompresser. Puis on ne décompresse pas. Et on arrive et il y a une chaussette sale. Et là, ça dépend de chacun, hein. Mais il y avait un besoin, on a parlé de la CND tout à l'heure, il y avait un besoin de respirer, de soupape. Et puis, on n'a pas su vivre son émotion. Je ne dis pas gérer, moi, hein, je dis vivre. Parce qu'on ne va pas les gérer, on va les laisser, comme du vivant à l'intérieur de soi, évoluer. C'est ça le but. Et donc, là, on voit une chaussette sale, on dit, qu'est-ce que ça fait là? Puis l'autre, ah oui, mais il y avait ceci, il y avait ceci. Et puis, voilà, ça part en cacahuète et on s'engueule pour une chaussette sale qui traîne. Ou autre chose. Mais quand on est en couple, on a des, je ne sais pas combien de possibilités de s'engueuler et de faire sortir ses émotions. Ben, l'autre n'est pas un punching ball, donc il ne faut pas éviter quand même. Pareil avec ses enfants. Alors mon ami qui a parlé tout à l'heure m'a dit quelque chose d'assez intéressant sur justement le fait d'accueillir ou de mettre en sécurité, de parler de ses émotions, d'avoir une attitude, on va dire une attitude de sagesse par rapport à ça. Elle m'a dit que dans certains pays, eh bien, on avait mis en place des modes relationnels permettant de vivre tranquillement avec les enfants, de vivre ses émotions d'une certaine manière. Tu es d'accord? C'est à peu près ça? Il y a des choses qui changent. Oui, c'est ça. Au niveau du langage, d'éviter un langage assez violent et agressif. Et elle me disait, il va falloir vérifier l'info, elle me disait que dans ces pays, on notait qu'il n'y avait plus, d'ailleurs, je crois, de morts d'enfants dus au coup. Et ni de morts, donc des féminicides dus au coup. C'est juste énorme. On peut juste changer le monde et changer sa vie à partir du moment où on prend conscience que les émotions, c'est quoi? C'est des sensations physiques. On n'est pas obligé d'employer un langage agressif avec l'autre, on peut juste observer en soi. Voilà, vous observez en soi ce qui se passe, se rend responsable. Nous sommes responsables de nos émotions. Imaginez, quelqu'un arrive et il m'envoie une insulte. Ok, bon, ça génère des trucs en moi, quand je suis humaine. Ok, donc je vais ressentir. Si je me dis, c'est l'autre qui est responsable de ce que je ressens moi, ben moi je me pose en enfant. Je ne suis pas adulte, c'est moi qui suis responsable de ce que je ressens et surtout de ce que je vais faire.
Qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Je ne vais pas le taper. D'abord, vaut mieux pas. Et puis, ça sert à quoi? Donc, je vais accueillir en moi l'émotion, mais je ne vais pas le laisser faire. Être responsable, c'est accueillir, prendre la responsabilité de ce que l'on vit, de ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est être adulte. Notre société, elle a un petit peu tendance à fabriquer aussi des ados, des enfants, et à ne plus nous rendre responsables. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je vous ai parlé du fait des algorithmes qui nous permettaient d'aller faire le scroll. Là. Vous voyez, mais pourquoi? Parce qu'on nous assujettit, on fait une espèce de dictature, avec le fait de nous donner du plaisir et de nous envoyer vers ce plaisir qui continue. Or, le plaisir, il doit s'arrêter, c'est ce que je vous ai dit avec la sélection naturelle, parce que nous sommes faits comme ça. Donc si là, vous comprenez que vous n'aurez pas forcément un bonheur permanent à moins d'être éveillé comme Bouddha, qui veut dire l'éveillé, eh bien déjà, ça vous enlève un poids. Je n'ai pas à être bien en permanence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas à être bien en permanence. Parfois, je vis des trucs durs, il y a des drames dans la vie, il y a des choses difficiles. Et bien c'est comme ça. Mais il y a aussi des choses bien et agréables. Et je vais vous montrer une posture. Vous connaissez Wonder Woman? Ok. Vous connaissez le cow-boy, bien sûr. Alors, je vous montre, donc je lâche le micro et je reprends le micro pour vous expliquer, mais vous regardez la posture. Wonder Woman. On écarte les pieds, on prend la place. Je reprends. Au revoir. Donc, on écarte les pieds, on prend de la place. Pourquoi? Alors, ce sont les travaux d'Amy Cuddy. Amy Cuddy est une chercheuse qui s'est interrogée sur le rapport entre les émotions et le corps. Elle s'est dit, une émotion influence le corps. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Elle a trouvé que oui. Cette position-là, Wonder Woman, elle augmente la confiance en soi. Comme ça. Bien sûr, on doit être tonique, hein, on n'est pas Wonder Woman. Donc, elle augmente la confiance en soi parce qu'elle augmente la testostérone. Rassurez-vous, les filles, nous n'aurons pas de poils au menton. Simplement, alors, la testostérone est à tort considérée comme une hormone de la violence, mais pas du tout. C'est une hormone de la confiance en soi qui permet la sécurité. Donc, vous faites ça pendant 2 minutes, avant une conférence, avant un entretien. Quand, chez vous, vous regardez le miroir, vous regardez, vous êtes droit, ancré, associez ça à sentir vos pieds et vous prenez de la place. D'accord? Vous augmentez votre taux de testostérone. Pas moins de 2 minutes, sinon ça ne marche pas. D'accord? Alors, quand je vous dis Wonder Woman, c'est parce que ça, c'est une posture de fille. Pourquoi c'est une posture de fille? Parce que nous, les femmes, dans notre corps, nous avons notre bassin qui est plus en avant, les os là. Et le cow-boy, lui, le cow-boy, c'est un homme, donc un mec. Il a le bassin, je ne peux pas le faire, donc peut-être qu'un homme peut nous démontrer comment le faire. Mais c'est... vous voulez bien vous prêter à l'exercice? Montez avec moi. Allez, le cow-boy. Le cow-boy, c'est ça, voilà. Ouais. Eh bien, c'est pas tout à fait la même que la mienne, hein. C'est un bon cow-boy. Oui. Non, tu vas? Non. Donc, voilà, quand on est bien dans son corps, on est bien partout, nous dit monsieur. Ah, bien ici aussi, vous voyez? Vous voyez un petit peu l'expérience que vous vivez? C'est une autre vision, un autre point de vue. Vous vous reliez à tous ces gens-là qui sont là. Et ces gens se relient à vous, toutes ces personnes. Vous avez cette posture, vous sentez vos pieds, vos jambes, sentez bien. Laissez venir, laissez monter. C'est un cow-boy parfait. Voilà, exactement.
Et là, vous augmentez votre taux de testostérone. Donc, la confiance en soi, donc la communication. Maintenant, avec votre chéri, vos amis, vous allez pouvoir communiquer et vous allez pouvoir bavarder toute la nuit pour vous dire stop, arrête. Vous êtes d'accord? On va arrêter. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est les travaux qu'a fait le docteur Bruno Dubos, parce que ça, je ne l'ai pas inventé. J'interviewe souvent, enfin, j'ai ma chaîne YouTube, Natacha &Co, et je travaille dans la revue Infinité, où je travaille souvent avec le docteur Bruno Dubos, qui est psychiatre, et qui m'a expliqué les postures quand on est femme et quand on est homme. Parce que certains veulent dire qu'on est tous pareils, et bien non. Une féminité bien intégrée va avoir 4 creux. C'est quoi? Ben, il y a le creux au milieu de la poitrine, il y a les 2 creux là, et il y a le creux là. Ça, c'est une féminité bien intégrée. Sinon, il y a un boulot à faire. Une masculinité bien intégrée, c'est la posture de monsieur. Il est là, tranquille, bien intégré, droit. Vous voyez? Une masculinité mal intégrée va avoir des conséquences physiques et psychologiques, dans le sens où on va entrer en relation différemment avec les autres. Donc ça aussi, vous voyez, je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, thérapeute psychocorporelle, donc ça fait partie des choses que j'observe pour amener la personne à mobiliser des ressources, à mobiliser des choses et à voir là où on peut travailler, si elle en a envie bien évidemment, et puis à réunir, à rassembler différentes choses qui ont été difficiles pour elle. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a, face à des chocs, des traumatismes, c'est tout le travail de Peter Levine. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Levine, Réveiller le type. Non? Non? Personne? Donc c'est tout le travail de Peter Levine qui a trouvé une chose intéressante, c'est que face à un danger, on voulait fuir ou attaquer, ce qui est complètement normal. Vous voyez dans la nature, vous avez un lion, vous avez une gazelle, ou une lionne plutôt, parce que les lions, ils laissent la femelle bosser. Donc vous avez une lionne, vous avez une gazelle. La gazelle réchappe à la lionne. Vous avez déjà vu des documentaires comme ça? Donc elle lui échappe. Et là, la gazelle se met debout et se met à trembler. Vous voyez ça? C'est un moment où la gazelle va retrouver l'énergie, c'est-à-dire que son émotion, elle va la vivre. Mais nous, en tant qu'humains, on ne laisse pas faire. On ne laisse pas le corps faire. Nous, on va avoir des traumas. On va avoir par exemple des traumas répétés dans l'enfance. Les traumas, c'est pas forcément que des abus. Hein. Ça peut être des comportements parentaux, juste qui ne font pas attention aux besoins de l'enfant, qui ne l'écoutent pas, qui ont des comportements parfois anxieux, parfois... ça c'est assez variable, mais c'est surtout répété. Et là, l'enfant, lui, il va être face à ça, et il va enclencher des modes réactionnels où il ne peut pas réagir, justement. Donc, il va être tout tendu, il va pas pouvoir ni fuir, ni attaquer comme la gazelle. Alors, c'est pour ça que je parlais de la somatique expérientique, parce que c'est tout le travail de défigement. Le défigement, c'est justement aller défiger des mouvements dans le corps qui n'ont pas pu être faits. Alors, moi, je vais travailler un petit peu, mais pas en somatique. Par exemple, vous avez des mouvements de fuite. Par exemple, vous voyez quand les gens ils battent les pieds, comme ça, ou comme ça. Vous voyez là, les genoux, là, tac, 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 tac. Ça, c'est des mouvements de fuite. Donc la personne a juste envie de se barrer. Donc vous voyez ça chez quelqu'un, il n'est pas bien. Il est en train de se dire, non, il y a quelque chose qui se joue pour lui. C'est pas forcément en lien avec vous, hein. Ça peut être une mémoire, hein. Ça peut être le contexte qui fait qu'il va vivre ça. Il se bouffe les ongles. Oui. Intéressant comme mouvement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Stress. Et puis, pas pouvoir réagir, il s'auto-mutile. Eh oui. Parce que les ongles, c'est quoi? C'est de la défense, mais c'est aussi s'agripper. Si vous tombez, par exemple, vous agrippez quelque part, vous avez vos ongles. Non? Vous ne faites pas comme ça. Voilà. Et donc j'irai, moi, pour répondre à votre question,
dans justement ces mouvements qui n'ont pas pu être faits de fuite ou d'attaque. Et à ce moment-là, donc, ramener de la sécurité beaucoup, et une fois en sécurité à la fois vous avec vous et vous avec l'autre, avec le thérapeute, parce que le tout travail, il est d'être en sécurité relationnelle, vous avec l'autre, et à ce moment-là, de pouvoir accueillir les mouvements qui vont naturellement se montrer. C'est un autre travail que l'accueil des émotions, c'est une libération des mouvements. Vous voyez, ça c'est le thérapeute qui peut le faire. Il observe que dans votre corps, par exemple, quand vous lui parlez de quelque chose, le bras se va faire ça, il y a plein de choses que le corps montre, et à ce moment-là, le thérapeute va l'accompagner, va dire ok, on va ressentir, on va laisser faire, ressentez à la fois votre corps, à la fois la sensation physique, c'est comme ça que je travaille, et vous laissez le corps évoluer, le corps se défige. Et une fois qu'il se défige, il faut faire un petit peu attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a l'émotion qui vient. Parce que il y a eu le truc qui était figé, qui était bloqué comme ça, donc ça se dégivre en quelque sorte, ça se défige. Et là, il y a l'émotion, il y a la tristesse, et là on l'accueille. Mais on ne l'accueille pas n'importe comment, on l'accueille en sécurité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours se relier à sa sécurité. Et la sécurité, on en a tous. Hein. On a des moments où on se sent bien, on a des amis qui nous aiment, qui nous accompagnent, on a un animal, on a un tas de sécurité en réalité. Mais il faut prendre le réflexe de se dire, oui, mais j'ai le droit de vivre ça aussi. Alors maintenant, je vais vous parler de, s'il n'y a plus de questions, si vous avez... Quelle place vous laissez à la verbalisation? Parce qu'il y a tout le travail quand même du corps, mais il y a des choses qui vont sortir. Oui. Et sinon, j'ai une douleur au genou. Allez, je bosse. Donc je me suis aperçue que juste changer sa façon de voir, changer sa façon de penser, ça ne change rien du tout. Mais en revanche, quand on accueille l'émotion, la représentation que l'on a, la pensée que l'on a sur ce qu'on a vécu, change complètement. Et en fait, on s'apaise comme ça. Et après, on verbalise. Alors maintenant, je me suis vue en séance avec un monsieur qui n'osait pas du tout exprimer sa colère. Il avait une colère contre des collègues de travail. Je lui dis, ok, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Je voulais lui dire que c'est une conne, ici. Dites que c'est une conne. Et il a prononcé ces mots, c'est une conne, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc parfois, la verbalisation, on la bloque parce qu'il y a une histoire, on a un enseignement dans notre vie où on ne sait pas donner le droit. Nos parents ne nous donnent pas le droit. Et là, au moment où moi, en tant que thérapeute, je donne le droit, eh bien, ça change tout pour la personne. Ça déculpabilise. Et puis, on fait quelque chose de sympa. Il y a la projection ce soir. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Merci Natacha, merci à vous d'être ici jusqu'à ce soir pour la dernière conférence. Et Nounou, tu sais qu'on peut soutenir mon travail et m'aider. Alors si vous voulez m'aider et soutenir mon travail comme ma Minette vient de le faire, vous pouvez vous abonner à la revue Infinité. Moi, j'ai 5 € de reversés par abonnement. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous aurez une réduction. Et n'oubliez pas de liker, faites péter les likes. Abonnez-vous, faites des commentaires, enfin bref, aidez le référencement de cette vidéo juste comme ça. Voilà, je vous fais des bisous, abonnez-vous et à bientôt.